Ils étaient des voix que tout le monde connaissait, des présences qui faisaient vibrer l'écran et les cœurs. Pourtant, derrière les projecteurs, un ennemi silencieux a peu à peu étouffé leur souffle. Voici l'histoire bouleversante de 15 acteurs dont la voix s'est tue, mais jamais vraiment éteinte. Numéro 1, Bruno Cremer. En août 1998, les premiers signes de la maladie ont commencé à apparaître. Une douleur persistante dans la gorge, des difficultés à articuler certaines phrases, puis une fatigue inhabituelle qui ne ressemblait pas à la simple lassitude d'un tournage. À cette époque, Bruno Cremer incarnait déjà depuis plusieurs années le commissaire Maigret à la télévision française, un rôle devenu culte qui avait fait de lui une figure familière dans les foyers du pays. Derrière cette voix grave, à la fois apaisante et autoritaire, se cachait un homme pudique, discret, presque secret, qui fuyait les confidences et les mondanités. Né à Saint-Mandé en 1929, il avait grandi dans un milieu modeste avant de rejoindre le Conservatoire de Paris. Très tôt, sa prestance naturelle et son regard perçant l'avaient imposé sur les planches. Au cinéma, il s'était illustré dans La 317 section, Section spéciale, ou encore Le Crabe-Tambour, des œuvres marquées par la rigueur et la gravité. Sa voix, profonde et posée, était devenue sa signature, cette voix qui hypnotisait autant qu'elle rassurait. Ironie tragique, c'est précisément cette voix que la maladie allait peu à peu lui retirer. En 2001, les premiers murmures ont couru dans la presse. On évoquait sa santé fragile, ses absences prolongées, sa difficulté à tourner certaines scènes. Les producteurs tentaient de préserver son image, parlant d'un simple repos nécessaire. Mais les téléspectateurs les plus attentifs avaient remarqué que sa diction avait changé. Les mots semblaient sortir avec effort, la voix devenait plus voilée. Derrière l'écran, Bruno Cremer affrontait en silence un cancer de la gorge qui progressait lentement mais sûrement. Refusant de se laisser abattre, il continua à travailler. Chaque tournage devenait un défi contre la douleur. Ses partenaires de jeu racontent sa détermination, son élégance intacte, sa pudeur face à la souffrance. Jamais il ne se plaignait. Il voulait que le public voie Maigret, pas un malade. Lorsque la fatigue finit par l'emporter sur la volonté, il se retira dans sa maison du Val-de-Loire, auprès de sa famille, loin des caméras et des projecteurs. Le 7 août 2010, la nouvelle de sa disparition bouleversa le monde du cinéma français. Il avait 81 ans. Les hommages se multiplièrent, les chaînes rediffusèrent ses plus grands rôles, et les spectateurs redécouvrirent ce visage calme, cette voix unique. Même réduite au silence, Bruno Cremer reste vivant dans la mémoire collective, comme un commissaire qui, quelque part, continue de mener l'enquête, avec la même douceur et la même autorité. Numéro 2, Sammy Davis Jr. En septembre 1989, les médecins ont confirmé ce qu'ils redoutaient depuis des semaines. Une douleur persistante dans la gorge, des examens répétés, puis le verdict est tombé. Un cancer de la gorge, conséquence de longues années à fumer sans relâche. Sammy Davis Jr., l'homme au sourire éclatant et à la voix d'or, celui qui avait charmé les foules de Las Vegas à Paris, se retrouvait face à l'épreuve la plus difficile de sa vie. Né à Harlem en 1925, il avait débuté très jeune dans les cabarets. Danseur, chanteur, acteur, il maîtrisait tout avec un charisme exceptionnel. Son passage au Rat Pack, aux côtés de Frank Sinatra et Dean Martin, l'avait transformé en légende vivante. En France, il était adoré. Ses tournées à l'Olympia attiraient des foules enthousiastes. On venait pour sa voix, mais aussi pour son énergie, son humour, son élégance. Il incarnait ce mélange unique de talent et de détermination qui fascinait les Européens. Mais à la fin des années 80, quelque chose s'était brisé. Sa voix, jadis puissante et chaude, commençait à faiblir. Les chansons devenaient plus courtes, les respirations plus difficiles. Lorsqu'on lui annonça la gravité de la maladie, il refusa d'abord l'idée d'abandonner la scène. Il voulait continuer à chanter, coûte que coûte. Ses amis proches, inquiets, tentaient de le raisonner. Mais Sammy ne savait pas vivre sans lumière, sans public, sans musique. Le traitement fut long et éprouvant. Il perdit du poids, perdit l'usage partiel de sa voix, mais jamais son sens de l'humour. Même à l'hôpital, il plaisantait avec les infirmières, appelant chaque journée un nouveau numéro de son spectacle personnel. Derrière le rire, pourtant, la douleur grandissait. Il enregistrait encore quelques chansons, surtout pour ses proches, comme des adieux discrets. Le 6 mai 1990, à Beverly Hills, il s'éteignit paisiblement chez lui, entouré de sa famille et de ses amis les plus fidèles. Il avait 64 ans. Les journaux français,
lui rendirent hommage dès le lendemain. Le Monde écrivit que sa disparition laissait un silence inhabituel dans l'univers du swing. À Paris, certaines radios diffusèrent toute la journée ses chansons. Les fans se souvenaient de lui comme d'un homme libre, brillant, audacieux. Aujourd'hui encore, lorsqu'une vieille mélodie de Sammy Davis Jr. résonne, on a l'impression d'entendre un éclat de cette voix, un fragment d'un temps où la scène vibrait au rythme de son pas de danse. Il n'est plus là, mais son timbre continue d'habiter la mémoire de ceux qui aiment la musique, le cinéma et la vie. Si vous vous souvenez de sa voix, dites-le dans les commentaires et partagez votre moment préféré de Sammy Davis Jr. Numéro 3, Lana Turner. En février 1992, les médecins de Los Angeles lui annoncèrent la nouvelle qu'elle craignait depuis longtemps. Un cancer de la gorge venait d'être diagnostiqué. Depuis plusieurs mois, elle ressentait une gêne persistante, une douleur légère qu'elle attribuait au froid ou à la fatigue. Mais les examens révélèrent une réalité plus grave. Lana Turner, icône du cinéma américain et muse éternelle de l'âge d'or d'Hollywood, entamait alors le combat le plus difficile de son existence. Née à Wallace dans l'Idaho en 1921, elle avait été découverte par hasard à 6 ans dans un café de Los Angeles. Sa beauté magnétique, son allure sophistiquée et sa voix reconnaissable entre toutes avaient immédiatement conquis le public. En France, elle devint un symbole du glamour hollywoodien. Les cinéphiles la découvraient dans « Le facteur sonne toujours 2 fois », Peyton Place et Madame X. Sa manière de bouger, de parler, de jouer, tout semblait calculé pour séduire la caméra. Mais derrière le maquillage et les robes élégantes, se cachait une femme vulnérable. Sa carrière, souvent marquée par les scandales et les drames personnels, avait forgé une légende aussi fascinante que tragique. Dans les années 80, elle menait une vie plus calme, loin des studios. Elle peignait, recevait des amis proches et acceptait parfois des rôles pour la télévision. Sa voix, encore forte et chaude, demeurait son arme la plus fidèle, jusqu'à ce qu'elle commence à s'éteindre. Le traitement fut long et pénible. Les médecins lui proposèrent une opération risquée, mais Lana refusa. Elle craignait de perdre définitivement cette voix qui avait fait partie de son identité artistique. Elle choisit plutôt un traitement médicamenteux et des soins légers, préférant préserver sa dignité et rester chez elle, dans sa maison de Century City. Ceux qui la visitaient se souvenaient d'une femme sereine, élégante, toujours impeccablement coiffée, refusant la pitié. Au fil des mois, son état se fragilisa. Elle continuait d'écrire, de lire, d'écouter de la musique classique, cherchant dans la beauté un dernier refuge. Le 29 juin 1995, elle s'éteignit paisiblement à l'âge de 74 ans. En France, les journaux rendirent hommage à « la femme au regard de feu », la comparant à une étoile filante dont la lumière ne s'éteint jamais tout à fait. Aujourd'hui encore, ses films continuent d'être diffusés sur les chaînes françaises. Sa silhouette, son sourire et surtout sa voix résonnent dans les mémoires comme celle d'une femme qui, malgré la maladie, n'a jamais cessé d'incarner la force et la beauté du cinéma classique. Numéro 4, Jack Hawkins. En mars 1959, au sommet de sa carrière, il ressentit une gêne inhabituelle dans la gorge. D'abord, ce fut une légère irritation, puis une douleur persistante qui l'obligea à forcer sur sa voix pour tourner ses scènes. Jack Hawkins, acteur britannique respecté et figure incontournable du cinéma d'après-guerre, n'y prêta pas attention. Il pensait qu'il s'agissait d'une simple fatigue due aux longues heures passées sur les plateaux. Mais quelques mois plus tard, le diagnostic tomba. Un cancer de la gorge venait d'être détecté. Né à Wood Green, à Londres, en 1910, Jack Hawkins avait débuté sur scène avant de devenir l'un des visages les plus admirés du cinéma britannique. Son charisme calme, sa stature imposante et sa voix profonde faisaient de lui un acteur unique. En France, il s'était fait connaître grâce à des films cultes comme Laurence d'Arabie, Ben-Hur et Les Canons de Navarone. Sa diction impeccable et son autorité naturelle lui donnaient une présence rare, celle d'un homme que l'on écoutait sans qu'il ait besoin d'élever le ton. À la fin des années 50, il était au sommet. Hollywood et Londres se disputaient ses services. Puis la maladie l'obligea à ralentir. Les médecins lui proposèrent une intervention chirurgicale lourde, avec un risque élevé de perdre sa voix. Il accepta, convaincu que sa vie valait plus que sa carrière. En juin 1960, il subit une ablation du larynx. L'opération fut un succès médical, mais un choc humain. Jack Hawkins, l'homme à la voix légendaire, ne pouvait plus parler qu'à l'aide d'un appareil mécanique. Refusant de se laisser abattre, il reprit pourtant le chemin des studios.
Il tourna encore dans plusieurs films, souvent doublés par d'autres acteurs, parfois réenregistrés avec sa propre voix déformée. Ce courage impressionna le public et ses pairs. Richard Burton déclara un jour qu'Hawkins avait plus de dignité muette que beaucoup d'acteurs avec leurs dialogues. Il compensait le silence par le regard, par une intensité que la caméra ne pouvait ignorer. Ses dernières années furent marquées par des rechutes et des complications respiratoires. Il continua à participer à la vie culturelle britannique, assistant à des projections, encourageant les jeunes acteurs. Le 10 à 8 juillet 1973, il s'éteignit à Londres à l'âge de 63 ans. En France, les cinéphiles se souviennent encore de lui comme du colonel Wright dans La Patrouille perdue ou du général Allenby dans Laurence d'Arabie. Même privé de voix, Jack Hawkins avait trouvé une autre manière de parler, par le regard, par la présence, par la noblesse tranquille d'un homme qui n'avait jamais cessé d'incarner la force silencieuse. Numéro 5. Anthony Quinn. En janvier 1991, alors qu'il venait de terminer le tournage d'un film en Europe, il ressentit une douleur inhabituelle dans la gorge et une fatigue qu'il ne connaissait pas. Les examens révélèrent une inflammation persistante, puis les médecins annoncèrent qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. Anthony Quinn, l'homme au tempérament volcanique, à la voix rocailleuse et au regard ardent, entrait dans une épreuve qu'aucun scénario n'aurait pu écrire pour lui. Né à Chihuahua au Mexique en 1915, il avait grandi aux États-Unis dans la pauvreté avant de se frayer un chemin à Hollywood. Son talent et sa détermination l'avaient conduit vers une carrière exceptionnelle. En France, il était adoré pour ses rôles dans Zorba le Grec, La Strada et Laurence d'Arabie. Il représentait la vitalité pure, la passion, la force de vivre. À l'écran, il était tour à tour sauvage et tendre, brutal et poétique. Son accent, sa gestuelle, sa voix grave faisaient de lui un acteur immédiatement reconnaissable. Dans les années 90, Anthony Quinn continuait à travailler malgré l'âge. Il peignait, sculptait, jouait encore dans des productions internationales. Sa voix était toujours puissante, vibrante, chargée de cette énergie qui semblait venir du cœur. Mais au début de 1991, cette voix commença à faiblir. Les médecins lui recommandèrent un traitement strict et du repos, mais il refusa d'interrompre sa vie artistique. Pour lui, cesser de créer, c'était déjà commencer à disparaître. Les mois qui suivirent furent difficiles. Il subit plusieurs traitements, certains lourds, d'autres expérimentaux. Parfois, il se retirait dans sa maison de Bristol dans le Rhode Island, entouré de sa famille et de ses œuvres d'art. Il peignait des visages, souvent le sien, avec cette intensité mélancolique qui traduisait la conscience du temps qui passe. Malgré la douleur, il continuait à recevoir des amis, à parler de cinéma, à rire de ses souvenirs de tournage. Il restait un homme de feu, fidèle à son image d'artiste libre. Le 3 juin 2001, à Boston, Anthony Quinn s'éteignit à l'âge de 86 ans. Les hommages affluèrent du monde entier. En France, les chaînes rediffusèrent Zorba le Grec, ce film qui résumait sa philosophie de vie, dansé même au bord du vide. Sa voix, parfois éraillée, parfois puissante, reste gravée dans la mémoire du public comme une ode à la liberté et à la passion. Anthony Quinn, même face à la maladie, n'avait jamais cessé d'être vivant, brûlant, indomptable. Numéro 6, John Mahoney. En octobre 2010 à 7, alors qu'il vivait discrètement à Chicago, il fut hospitalisé pour des troubles respiratoires persistants. Les examens révélèrent la présence d'un cancer de la gorge déjà avancé. John Mahoney, acteur britannique naturalisé américain, connu pour son élégance tranquille et son sourire bienveillant, choisit de garder la maladie secrète. Il voulait rester l'homme qu'il avait toujours été, discret, réservé, profondément attaché à son art plutôt qu'à la célébrité. Né à Blackpool en Angleterre en 1940, il avait émigré jeune aux États-Unis et commencé sa carrière tardivement, après avoir travaillé comme professeur d'anglais. C'est sur scène, au théâtre de Chicago, qu'il fut remarqué. Son talent naturel, sa diction parfaite et sa chaleur humaine en faisaient un acteur immédiatement crédible. En France, le public le découvrit surtout grâce à la série Frasier, où il incarnait le père de deux intellectuels, un ancien policier bourru mais au grand cœur. Son humour subtil, sa tendresse cachée derrière la rudesse, avaient conquis des millions de téléspectateurs. Au moment du diagnostic, il avait déjà ralenti son activité. Il vivait simplement, partageant son temps entre le théâtre et son jardin. Les médecins lui proposèrent un traitement intensif, mais John Mahoney, fidèle à lui-même, préféra éviter la médiatisation.
il ne voulait pas être défini par la maladie. Ses proches racontent qu'il continuait à plaisanter, à parler de ses rôles, à évoquer ses souvenirs de tournage à Seattle et à Londres. Durant les derniers mois, il resta entouré de ses amis du Steppenwolf Theatre, la troupe à laquelle il avait consacré une grande partie de sa vie. Là, on le voyait parfois assister à une répétition, s'asseyant au fond de la salle, observant en silence, le regard toujours curieux. Il disait souvent que la scène était le seul endroit où il se sentait vraiment vivant. Même lorsque sa voix se fragilisa, il continuait à lire, à chanter doucement des airs qu'il aimait. Le 4 février 2010 à Huy, il s'éteignit paisiblement à l'âge de 77 ans. La nouvelle attrista profondément le monde du théâtre et de la télévision. En France, de nombreux articles lui rendirent hommage, rappelant son humanité et sa modestie. Les spectateurs se souvenaient de son rire, de ses silences expressifs, de sa présence réconfortante à l'écran. John Mahoney avait cette rare capacité de rendre chaque scène humaine et sincère. Si vous avez grandi en regardant Frasier, partagez votre souvenir préféré de John Mahoney dans les commentaires. Numéro 7, Miguel Ferrer. En septembre 2016, il sentit une gêne persistante dans la gorge et une douleur sourde qui s'intensifiait lorsqu'il parlait. Les examens médicaux révélèrent un cancer de la gorge à un stade avancé. Miguel Ferrer, fils de l'acteur José Ferrer et de la chanteuse Rosemary Clooney, savait qu'il faisait face à un combat difficile. Pourtant, fidèle à son tempérament de travailleur passionné, il continua à tourner jusqu'à ce que la fatigue devienne insurmontable. Né à Santa Monica en Californie en 1955, il avait grandi dans un environnement artistique. Très jeune, il avait développé un goût pour la musique et le cinéma. Avant d'être acteur, il avait été batteur, jouant même avec le groupe de son cousin George Clooney. Sa carrière au cinéma démarra dans les années 80 avec des rôles marquants dans Robocop, Iron Man 3 et Star Trek 3. Mais c'est la télévision qui fit de lui une figure familière. En France, il était connu grâce à Twin Peaks, où il incarnait l'agent Albert Rosenfield, et à la série NCIS Los Angeles, diffusée sur de nombreuses chaînes francophones. Lorsqu'il apprit la gravité de sa maladie, Miguel Ferrer garda le silence. Il ne voulait pas susciter la pitié, ni ralentir le rythme de sa vie. Sur le plateau de NCIS Los Angeles, il continua à tourner malgré la fatigue, dissimulant les effets de la maladie sous une discipline rigoureuse. Ses partenaires de jeu se souviennent de lui comme d'un homme plein d'humour, toujours concentré, refusant de se plaindre. Sa voix, grave et légèrement voilée, faisait partie intégrante de son charme d'acteur. À la fin de l'année 2016, il dut finalement interrompre le tournage. Il retourna chez lui, à Santa Monica, entouré de sa famille. Il passait du temps dans son jardin, lisait des scénarios, écoutait de la musique, profitant des petites choses qu'il aimait. Il avait cette sérénité rare de ceux qui ont vécu intensément. Le 10 à 9 janvier 2010 à 7, Miguel Ferrer s'éteignit paisiblement à l'âge de 61 ans. La nouvelle bouleversa ses collègues et ses admirateurs. Les journaux américains et français rappelèrent qu'il avait incarné la voix de l'ironie et de la droiture. Les producteurs de NCIS Los Angeles décidèrent de lui rendre hommage dans un épisode spécial, en diffusant une scène où son personnage disait simplement adieu. Pour beaucoup, ce moment fut bouleversant, car il semblait adresser ses derniers mots non seulement à ses partenaires, mais aussi à son public fidèle. Miguel Ferrer laissa derrière lui une carrière marquée par la force, la subtilité et une voix inoubliable. Numéro 8. Anne Ramsey. En mai 1986, alors qu'elle venait de terminer le tournage du film Traumoma from the Train, elle ressentit une forte douleur à la mâchoire et une gêne pour avaler. Les examens médicaux révélèrent la présence d'un cancer de la gorge et de la langue. Pour Anne Ramsey, connue pour sa voix rauque, son humour grinçant et son visage expressif, la nouvelle fut un choc. Elle venait tout juste de connaître le succès international grâce à son rôle dans Les Goonies, un film devenu culte en France. Née à Omaha dans le Nebraska en 1929, elle avait commencé sa carrière tardivement, après plusieurs années de théâtre amateur. Longtemps cantonnée à de petits rôles, elle s'était imposée par son talent comique et son incroyable présence à l'écran. En France, le public l'avait adorée dans ses rôles de mères autoritaires ou de femmes au tempérament explosif. Sa voix cassée, ses mimiques et son humour sec faisaient d'elle une actrice unique. Après le diagnostic, elle subit une opération qui lui retira une partie de la langue et de la mâchoire inférieure. Malgré la douleur et les séquelles, Anne Ramsey refusa d'abandonner le cinéma,
Quelques mois plus tard, elle reprit le chemin des plateaux avec une énergie qui surprit tout le monde. Sa diction avait changé, mais son talent restait intact. Son mari, l'acteur Logan Ramsay, l'accompagnait à chaque tournage, veillant sur elle avec tendresse. En 1987, elle tourna dans le film Throw Mama from the Train, où elle incarna une mère tyrannique au caractère infernal. Sa performance fut saluée par la critique et lui valut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce fut un triomphe, mais aussi son chant du cygne. Derrière la caméra, la maladie progressait de nouveau, rendant la parole et la respiration de plus en plus difficiles. Elle continua malgré tout à jouer jusqu'à la fin, refusant la pitié et les larmes. Elle disait souvent à ses proches qu'elle voulait partir en travaillant, en riant, comme dans ses films. Le 11 août 1988, Anne Ramsay s'éteignit à Los Angeles à l'âge de 59 ans. Les journaux américains et français saluèrent le courage et l'autodérision d'une actrice qui n'avait jamais cherché à être belle mais vraie. Sa dernière apparition sur les écrans fut diffusée peu après sa disparition. Elle y souriait, le regard vif, comme si rien n'avait pu entamer sa force intérieure. Dans le cœur des cinéphiles, Anne Ramsay reste cette femme forte, drôle, à la voix inoubliable, qui a su transformer la douleur en art. Numéro 9, Marisa Mell. En octobre 1991, à Vienne, elle fut hospitalisée après plusieurs semaines de malaise et de douleur à la gorge. Les examens confirmèrent un cancer de la gorge déjà bien avancé. Marisa Mell, actrice autrichienne au charme magnétique, célèbre en France pour ses rôles dans le cinéma européen des années 60, affrontait alors une épreuve qu'elle tenta de cacher au public. Née à Graz en Autriche en 1939, elle avait commencé sa carrière très jeune, avant de s'imposer comme une icône du cinéma italien et français. Sa beauté féline, sa voix sensuelle et son regard profond la rendaient inoubliable. En France, on se souvenait d'elle pour Danger, Diabolique, Casanova 70 et Masculin-féminin de Jean-Luc Godard. Elle incarnait la femme libre, mystérieuse, moderne, une présence à la fois douce et troublante. Dans les années 70, elle vivait entre Rome, Paris et Madrid, travaillant sans relâche, tournant dans des productions européennes de genres variés. Mais derrière les lumières et les tapis rouges, Marisa Mell menait une vie solitaire. Les années passèrent, les rôles se firent plus rares, et elle se replia sur elle-même. Sa voix, qui avait toujours été son atout le plus puissant, commença à s'affaiblir au début des années 90. Les médecins lui conseillèrent de se reposer, mais elle repoussa sans cesse les soins, espérant un simple problème passager. Lorsque la maladie fut diagnostiquée, il était déjà trop tard pour envisager une guérison. Marisa Mell choisit de ne pas se rendre à l'étranger pour un traitement agressif. Elle resta à Vienne, entourée de quelques amis fidèles. Les témoins de cette période racontent qu'elle gardait une élégance presque irréelle, même affaiblie. Elle continuait à se maquiller légèrement, à lire des scripts, à rêver de retour sur scène. La parole lui devenait difficile, mais son regard, lui, restait expressif et intense. Les dernières semaines furent marquées par un profond calme. Elle recevait la visite de proches et d'anciens collaborateurs. Certains évoquent un sourire paisible, comme si elle avait accepté la fin d'un long voyage. Le 6 mai 1992, Marisa Mell s'éteignit à l'âge de 52 ans. Les journaux européens saluèrent une actrice, trop belle pour son époque, trop libre pour les conventions. En France, plusieurs magazines de cinéma lui consacrèrent des hommages émouvants, rappelant ses rôles dans les films d'aventure et les thrillers psychologiques. Aujourd'hui encore, son image continue de fasciner les passionnés de cinéma, symbole d'une beauté fragile et d'une voix disparue trop tôt. Numéro 10. Don Henderson. En novembre 1986, après plusieurs semaines de toux et de douleurs à la gorge, il consulta un spécialiste à Londres. Le diagnostic fut sans appel. Un cancer de la gorge venait d'être détecté. Don Henderson, acteur britannique au visage familier du cinéma et de la télévision, savait qu'il affrontait une épreuve sérieuse. Pourtant, fidèle à son tempérament, il décida de continuer à travailler tant que sa voix le lui permettrait. Né à Leytonstone en Angleterre en 1931, il avait d'abord servi dans la Royal Air Force avant de se tourner vers la comédie. Sa carrière débuta tard, mais son talent imposa vite le respect. En France, les amateurs de science-fiction le connaissaient pour son rôle du général Tagg dans La Guerre des Étoiles. Il avait aussi joué dans des séries britanniques diffusées sur les chaînes françaises, comme Bullman ou A Touch of Frost. Sa voix grave, son accent londonien et son regard déterminé faisaient de lui un acteur immédiatement reconnaissable.
Au moment du diagnostic, Don Henderson tournait encore régulièrement. Sa passion pour le métier était plus forte que tout. Les médecins lui recommandèrent un traitement intensif, mais il choisit de poursuivre sa carrière. Ses collègues se souvenaient d'un homme discret, toujours ponctuel, toujours prêt à plaisanter entre deux prises. Même lorsque la douleur augmenta, il refusait de se plaindre, se concentrant sur le travail et la camaraderie du plateau. En 1997, son état se dégrada. Sa voix, autrefois ferme et sonore, se fit plus rauque, plus fragile. Il participa à ses derniers tournages avec une détermination qui força le respect de toute l'équipe. À la maison, il passait ses journées entouré de sa femme Shirley, également actrice, et de ses amis proches. Il regardait beaucoup de vieux films, relisait Shakespeare et écrivait quelques notes sur sa vie de comédien. Le 22 juin 1997, Don Henderson s'éteignit à Oxfordshire à l'âge de 65 ans. La nouvelle attrista profondément le monde du théâtre et du cinéma britannique. En France, les revues spécialisées saluèrent la disparition d'un acteur d'une honnêteté rare, au talent solide et sans artifice. Plusieurs chaînes rediffusèrent les épisodes de ces séries cultes. Son image de militaire, de policier ou d'homme d'honneur resta gravée dans la mémoire des téléspectateurs. Don Henderson incarna toute sa vie la dignité et la persévérance, des qualités qui, même dans la maladie, ne l'ont jamais quitté. Numéro 11, Aldo Ray. En février 1990, il ressentit une douleur constante dans la gorge accompagnée d'une toux persistante. Les examens médicaux confirmèrent la présence d'un cancer de la gorge déjà avancé. Aldo Ray, autrefois symbole du soldat viril et du héros américain dans le cinéma d'après-guerre, affrontait désormais une lutte silencieuse loin des caméras. Né à Penargil en Pennsylvanie en 1926, il avait d'abord servi dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir acteur. Sa voix grave, son regard déterminé et son allure athlétique l'avaient rapidement distingué dans les années 50. En France, les cinéphiles le connaissaient grâce à des films comme Les Nus et les Morts, Les Diables de Guadalcanal et Pat et Mike. Il incarnait souvent des hommes d'action, simples, honnêtes, courageux, avec cette intensité brute qui plaisait au public européen. Au début des années 70, sa carrière avait connu un déclin. Les grands studios l'avaient peu à peu oublié, mais Aldo Ray continuait à tourner dans des productions indépendantes. Sa voix, toujours aussi puissante, restait sa marque de fabrique. C'est précisément cette voix que la maladie commença à lui enlever. Au moment du diagnostic, il vivait en Californie, loin du faste d'Hollywood. Il accepta les traitements, mais refusa toute médiatisation. Pour lui, la dignité passait avant tout. Les mois suivants furent marqués par une alternance d'espoir et de fatigue. Aldo Ray passait beaucoup de temps à marcher sur la plage, observant la mer qu'il aimait depuis son enfance. Ses amis racontent qu'il gardait son humour et son franc-parler jusqu'au bout. Même affaibli, il plaisantait sur ses anciens rôles de soldat, disant que c'était une autre bataille à mener. Il écrivit plusieurs lettres à ses anciens partenaires de tournage, les remerciant pour les souvenirs partagés. En mars 1991, son état se dégrada brusquement. Il fut hospitalisé à Los Angeles, où il resta entouré de ses deux fils. Le 27 mars 1991, Aldo Ray s'éteignit à l'âge de 64 ans. Les journaux français publièrent des hommages sobres, rappelant son charisme viril et son authenticité d'homme du peuple. Plusieurs cinémathèques projetèrent ses films de guerre pour saluer sa mémoire. Son image d'acteur solide, au sourire fatigué et à la voix de granit, demeure gravée dans la mémoire des amoureux du cinéma classique. Même après sa disparition, Aldo Ray reste pour beaucoup l'incarnation d'une époque où la sincérité comptait plus que la gloire. Numéro 12, Bob Denver. En septembre 2004, il consulta son médecin après avoir ressenti une gêne inhabituelle dans la gorge et une fatigue persistante. Les analyses révélèrent un cancer de la gorge. Bob Denver, acteur américain au visage familier et au sourire éternellement jeune, comprit alors que sa vie allait changer. Il choisit de garder la nouvelle pour lui et pour sa famille, loin de toute attention médiatique. Né à New Rochelle, dans l'État de New York en 1935, Bob Denver avait marqué plusieurs générations de téléspectateurs. En France, son nom était surtout connu des amateurs de séries américaines diffusées dans les années 70 et 80. Il était devenu célèbre grâce à son rôle de Gilligan dans la série L'île aux naufragés, un personnage maladroit, drôle et attachant qui fit de lui une figure aimée dans le monde entier. Son humour simple et son visage expressif faisaient partie de cette télévision optimiste que les Français regardaient avec nostalgie. Au fil des ans,
Bob Denver avait continué à travailler à la télévision, dans des pièces radiophoniques et des émissions spéciales. Sa voix, claire et rieuse, était reconnaissable entre mille. Mais à partir de 2004, elle commença à faiblir. Les tournages se firent plus rares. Il préféra se consacrer à sa famille et à la fondation caritative qu'il avait créée avec son épouse, destinée à soutenir les enfants malades. Malgré la maladie, il restait positif, plaisantant souvent avec ses proches. Au début de 2005, son état s'aggrava. Les traitements furent éprouvants et le contraignirent à de longs séjours à l'hôpital. Ses anciens collègues de télévision lui envoyèrent des messages de soutien. Dans les studios, on parlait de lui avec respect et tendresse, évoquant un homme humble, généreux, qui n'avait jamais cherché la gloire. Ceux qui l'avaient connu disaient qu'il gardait jusqu'au bout ce sourire timide et ce regard doux qui avait conquis le public. Le 2 septembre 2005, Bob Denver s'éteignit paisiblement à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Il avait 70 ans. La nouvelle provoqua une vague d'émotion aux États-Unis, mais aussi en Europe. En France, plusieurs journaux saluèrent la disparition de l'Éternel Gilligan, symbole d'une époque légère et insouciante. Ces épisodes furent rediffusés sur les chaînes de télévision, rappelant au public la fraîcheur et la gentillesse de son personnage. Bob Denver reste aujourd'hui un souvenir d'enfance pour des millions de téléspectateurs, une voix joyeuse que la maladie n'a pas pu effacer. Numéro 13, Pascal Brunner. En décembre 2013, il fut hospitalisé à Nice après avoir ressenti une douleur vive à la gorge et une grande fatigue. Les examens révélèrent un cancer de la gorge et de la langue. Pascal Brunner, célèbre animateur et imitateur français, connu pour son humour et son énergie débordante, affrontait alors un combat qu'il mena avec dignité et pudeur. Né à Paris en 1963, il avait commencé sa carrière dans les cabarets et les radios locales, avant de devenir une figure incontournable de la télévision française dans les années 90. Son émission Facile à chanter fit de lui une star du petit écran. En France, tout le monde connaissait sa bonne humeur, sa capacité à imiter les plus grandes voix de la chanson et son sourire communicatif. Sa voix, souple et expressive, était son instrument le plus précieux. Au moment du diagnostic, Pascal Brunner vivait discrètement dans le sud de la France. Après des années de succès, il s'était éloigné des plateaux pour se consacrer à la scène et à des spectacles plus personnels. L'annonce de la maladie fut un choc pour lui comme pour son entourage. Les médecins lui expliquèrent que les traitements seraient longs et difficiles, mais il décida de les affronter sans se plaindre. Il disait souvent qu'il voulait continuer à parler, à chanter, à rire, autant que possible. Durant les mois qui suivirent, il se montra d'un courage remarquable. Malgré la perte progressive de sa voix, il continua à écrire et à rencontrer le public. Il donna même quelques entretiens dans lesquels il parlait de son combat avec une lucidité désarmante. Les téléspectateurs furent touchés par son humilité et sa franchise. Il ne cherchait ni compassion ni gloire, seulement à transmettre un message de vie. Au début de 2015, son état s'aggrava. Il fut admis à l'hôpital de Nice pour des soins continus. Les amis proches vinrent lui rendre visite, évoquant les souvenirs joyeux de tournage et les fous rires partagés. Jusqu'à la fin, il conserva ce regard vif et ce sens de l'humour qu'il avait rendu si populaire. Le 26 février 2015, Pascal Brunner s'éteignit à l'âge de 51 ans. La France entière rendit hommage à cet artiste au grand cœur, qui avait su apporter de la gaieté dans les foyers pendant plus de 10 ans. Les journaux rappelèrent qu'il avait fait chanter toute une génération. Même après sa disparition, ses imitations et sa voix unique continuent de résonner dans la mémoire des téléspectateurs français. Numéro 15, Göran Stangertz. En janvier 2011, alors qu'il répétait une pièce de théâtre à Helsingborg, il fut pris d'une toux persistante accompagnée de douleurs à la gorge. Les analyses révélèrent un cancer de la gorge. Göran Stangertz, acteur et réalisateur suédois au regard intense, décida d'affronter la maladie avec courage tout en continuant à travailler. Il croyait profondément que le théâtre pouvait guérir l'âme, même quand le corps faiblissait. Né à Karlskrona en Suède en 1944, il s'était imposé comme l'un des comédiens les plus talentueux de sa génération. Il avait joué dans de nombreux films suédois et participé à des productions européennes diffusées en France. Les cinéphiles français se souvenaient de lui dans Jack, dans Alvarsama Löken et Love and Death. Son jeu sobre, sa voix grave et mélodieuse, son charisme discret avaient conquis les spectateurs. Il représentait cette tradition scandinave du jeu intérieur, empreint de mélancolie et de profondeur. Au moment du diagnostic,
Göran Stangertz dirigeait également le théâtre d'Helsingborg. Il avait consacré sa vie à la scène, formant de jeunes acteurs et mettant en scène des pièces ambitieuses. La maladie le força à ralentir, mais il refusa d'abandonner. Même affaibli, il continuait à assister aux répétitions, observant, corrigeant, encourageant. Ses collègues disaient qu'il possédait une présence apaisante, une force tranquille qui inspirait le respect. Au fil des mois, la voix qui avait tant ému le public devint plus fragile. Les traitements furent lourds, mais il garda le sourire et l'humour qui le caractérisaient. Il parlait souvent de son amour pour la nature, des promenades en bord de mer qu'il faisait chaque matin quand il en avait encore la force. Il écrivait dans ses carnets des pensées sur la beauté du silence et la fragilité de la vie. Le 27 octobre 2012, Göran Stangertz s'éteignit paisiblement à Helsingborg à l'âge de 68 ans. Sa disparition provoqua une vive émotion dans le monde du théâtre suédois et en Europe. Les journaux français lui rendirent hommage, rappelant qu'il avait été une voix du Nord, pleine d'humanité et de sagesse. Dans les cinémathèques, ses films furent projetés à nouveau, rappelant au public la puissance d'un acteur qui savait dire beaucoup avec peu de mots. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres destins marquants du cinéma. À très bientôt pour une nouvelle histoire.